Bonjour, je m'appelle Jean-Jacques Nantel. Comme les Québécois sont soumis depuis 254 ans à la propagande du Canada anglais, ils sont persuadés que c'est du radicalisme, de l'extrémisme, que de dire que les Canadiens anglais devraient nous payer à chaque fois qu'ils traversent le Québec en voiture, en autobus, en camion, en train, en bateau, avec des pipelines, des gazoducs ou autrement. Dans la présente vidéo, je vais vous prouver, en m'appuyant sur une bibliographie détaillée qui est fournie à la fin de la vidéo, que non seulement l'idée d'imposer des péages à des étrangers qui traversent un pays n'a rien d'extrémiste, mais que c'est exactement ce que font tous les pays souverains qui sont dans la même situation que le Québec. Pour prouver mes dires, cependant, je pense qu'il est important de commencer en faisant un peu de théorie géopolitique. Comme je l'ai montré dans mes vidéos 18 et 19, toutes les lois de la géopolitique sont basées sur le principe de l'économie d'énergie. C'est pour économiser de l'énergie, pour faire de l'argent, que les êtres humains ont tendance à aller se concentrer dans des plaines basses où il est facile et peu coûteux pour eux de communiquer. Et quand il y a des obstacles à la circulation, par exemple des montagnes ou des rivières, ils ont tendance à aller se concentrer à des points d'étranglement, c'est-à-dire à des endroits où il est facile et peu coûteux de passer, par exemple près de défilés de montagnes ou à des guides de rivières. C'est ordinairement au point d'étranglement d'un pays que se font le commerce, les guerres et l'histoire. C'est là qu'on trouve les plus grandes villes, les principales gares de triage, les carrefours routiers, etc. C'est-à-dire tous des systèmes artificiels coûteux qui sont ordinairement financés avec des péages ou avec des taxes. Dans le monde maritime, c'est exactement la même chose. Comme les océans occupent 71% de la surface du globe, qu'ils sont plats, de basse altitude, et qu'on peut se déplacer sur eux en ligne droite, dans toutes les directions, en s'aidant avec l'énergie gratuite fournie par les courants et les vents, les êtres humains ont découvert depuis des millénaires que c'était l'endroit idéal pour faire du commerce. Sur les océans, tous les points d'étranglement se trouvent sur les côtes, par exemple à des caps ou des détroits, ou vers lesquels converge le commerce international. Les points d'étranglement maritimes sont de deux types. Le premier, c'est le cas où le point d'étranglement ne contient aucun obstacle physique, ce qui fait que les bateaux peuvent y passer librement sans aucun problème. Dans un tel cas, le fait pour un pays riverain d'empêcher le passage des bateaux ou de les taxer a toujours été considéré comme de la piraterie, et les puissances maritimes ont toujours fini par intervenir militairement pour rétablir la complète liberté de navigation. Dans l'Antiquité, c'était pas pour sauver la belle Hélène que les Grecs ont attaqué la ville de Troie, mais pour empêcher ses leaders de rançonner les navires grecs qui passaient par les Dardanelles pour aller faire du commerce dans la mer Noire. Et si, plusieurs siècles plus tard, la ville de Byzance est devenue si riche et puissante, c'est parce qu'elle était située sur le Bosphore, à l'entrée de la mer Noire. C'est d'ailleurs là où se trouve aujourd'hui la ville d'Istanbul. Et si les Romains ont fini par détruire la ville de Carthage, c'est parce que les Carthaginois contrôlaient le passage entre les deux bassins de la Méditerranée. Le fait de contrôler des détroits sans obstacle est tellement payant que les Arabes du Moyen Âge, qui s'enrichissaient en taxant le commerce entre l'Asie et l'Europe, disaient que Aden, Ormuz et Malacca étaient les trois clés qui ouvraient le coffre des trésors du monde. Dans le monde moderne, les pays, pour éviter de toujours recommencer des guerres au point d'étranglement, ont fini par développer un droit international, un droit de la mer, dont un des principaux articles est le droit de passage innocent. Le droit de passage innocent, ça dit que dans un détroit sans obstacle, tous les bateaux du monde ont le droit de passer librement sans être taxés, y compris lorsqu'ils doivent passer à travers les eaux territoriales des pays riverains. C'est à cause du droit de passage innocent si dans le golfe du Saint-Laurent, tous les bateaux du monde ont le droit de passer librement sans être taxés pour se rendre aux îles françaises de Saint-Pierre et Miquelon, qui sont situées à seulement quelques kilomètres au sud de Terre-Neuve. Il y a le deuxième cas de point d'étranglement maritime, c'est celui où le point d'étranglement doit être aménagé par un pays riverain qui doit faire des investissements pour permettre le passage des bateaux. C'est particulièrement le cas quand ce pays-là construit des canaux et des écluses pour permettre aux navires océaniques de pénétrer très loin à l'intérieur du continent. Dans ces cas-là, la communauté internationale a toujours accepté comme normal que ce pays-là impose des péages aux bateaux étrangers
et même qu'il impose les montants de péage qu'il veut. Si les bateaux étrangers ne sont pas contents, ils n'ont qu'à passer ailleurs. Évidemment, le montant des péages n'est jamais complètement arbitraire, étant donné que pour obtenir le profit maximum, le pays riverain en question est obligé d'obéir à la loi de l'offre et de la demande. Il arrive parfois qu'un point d'étranglement maritime se confonde avec un point d'étranglement terrestre. Dans ces cas-là, plusieurs entonnoirs économiques différents, maritimes et terrestres, convergent vers un point stratégique qui a bien sûr une énorme valeur économique. C'est ce qu'on observe à des endroits comme Panama, Copenhague, Istanbul ou Montréal. Le cas du Panama est intéressant étant donné qu'il s'agit d'un petit pays pauvre de 3,5 millions d'habitants qui charge des péages très importants à tous les bateaux qui utilisent son canal pour communiquer aussi bien avec l'océan Atlantique que l'océan Pacifique. Alors que les deux immenses ponts qui enjambent le canal de Panama dans un sens perpendiculaire ne comportent pas de péage étant donné que la vaste majorité des automobilistes qui les utilisent sont d'origine panaméenne. Si le Panama peut imposer des péages aussi importants aux navires étrangers, on parle ici en moyenne de 54 000 $ par bateau, c'est parce que les voies de contournement alternatives sont soit trop coûteuses ou pas encore disponibles. Le passage du Nord-Ouest n'est pas encore ouvert. Le Nicaragua n'a pas encore construit le deuxième canal qu'il prévoit construire sur son territoire. Et le canal du Beagle, qui contourne l'Amérique du Sud par le sud, est beaucoup trop éloigné. Détail intéressant. Pour protéger leurs intérêts, les Américains ont plusieurs bases militaires à Panama, et de même qu'une autre très importante à Guantanamo, sur le détroit qui donne accès au canal de Panama et qui se situe, qui s'appelle le canal du vent, qui est situé entre Cuba et Haïti. Le canal de Suez également s'est avéré être très payant pour l'Égypte, étant donné qu'en 2013, il lui a rapporté plus de 5 milliards de dollars. Dans ce cas-là également, c'est clairement pour contourner l'Égypte et son canal qu'en 1948, les fondateurs de l'État d'Israël se sont arrangés pour s'emparer du désert du Negev de façon à obtenir un accès autonome à la mer Rouge et donc à l'Asie. Le cas du Danemark également est intéressant, étant donné que Copenhague, la capitale, a été construite directement sur le détroit qui relie l'océan Atlantique et la mer Baltique. Pendant longtemps, les Danois se sont enrichis en imposant des péages sur le détroit de Copenhague. Cependant, comme il s'agissait d'un détroit sans obstacle naturel, les pays de la région ont fini, après plusieurs guerres, par obliger le Danemark à enlever ces péages. Le Danemark n'a pas tout perdu, étant donné qu'il existe aujourd'hui un pont-tunnel qui enjambe le détroit de Copenhague et qui est un pont à péage qui permet de capter une partie de l'activité économique qui transite, qui va de la Scandinavie au continent européen. Même s'il n'y a plus de péage sur le détroit de Copenhague, les pays voisins se sont quand même arrangés pour le contourner pour ne pas en être dépendants. Alors la Suède, par exemple, a construit sur sa frontière sud-ouest le port de Göteborg, grâce auquel elle a un accès direct et autonome à l'océan Atlantique. Du côté sud, les Allemands du 19e siècle ont attaqué le Danemark pour lui prendre le Schleswig-Holstein, à travers lequel ils ont construit le canal de Kiel, qui est également un canal à péage. Ça aussi, c'est dans la bibliographie. Dans le cas du Québec, plusieurs tentatives ont été faites pour contourner le Québec et les basses-terres du Saint-Laurent. À l'époque coloniale, les marchands britanniques contournaient le Québec par le nord et par la baie d'Hudson pour aller acheter des fourrures dans le nord du Québec. Et les Iroquois faisaient exactement la même chose avec la vallée de la Mohawk pour se rendre au Grand Lac. C'est également dans la vallée de la Mohawk que les Américains ont construit le canal Erie qui a été ouvert à la circulation en 1825. Au 20e siècle, les gens des prairies ont développé le port de Churchill sur la baie d'Hudson qui permet de contourner le Québec par le nord pendant les mois d'été. Enfin, il ne faut pas oublier de parler de la ligne électrique sous-marine que Terre-Neuve s'apprête à construire pour contourner le Québec par l'est. Ce qui est particulier au Québec, c'est que contrairement
aux autres peuples qui sont dans la même situation. Les Québécois n'ont jamais pu profiter de leur point stratégique unique depuis l'époque où ils ont été envahis à coups de canon par les Britanniques. Si, depuis 1760, les Québécois n'ont pas réussi à se débarrasser de cette situation, c'est en grande partie parce que, contrairement à de petits pays comme le Panama ou le Danemark, le Québec est isolé au nord d'un immense continent où il n'a aucun allié naturel depuis la presque disparition des Amérindiens. Au Québec, les deux extrémités de l'axe est-ouest aboutissent au Canada anglais. Et sur l'axe nord-sud, il n'y a pas, du côté nord, de pays sur lesquels le Québec pourrait s'appuyer pour défendre ses intérêts. Comme nos conquérants britanniques, qui venaient de l'Atlantique, savaient que le Canada central n'avait pas d'accès autonome à l'océan, ils ont organisé leur Canada de façon à ce qu'ils ne soient jamais obligés de rien payer aux Québécois quand ils traversaient leur territoire. C'est pour ça que dans la Constitution canadienne, tous les moyens de communication de sens est-ouest qui traversent le Québec, les moyens de communication interprovinciaux, ont été confiés au gouvernement fédéral. En plus d'assurer la gratuité aux Canadiens anglais qui traversaient le Québec, cette organisation fédérale a eu deux effets importants sur l'économie du Québec. D'abord, la gratuité en question a réduit les coûts de transport du Canada anglais et a facilité le déplacement graduel du centre de gravité économique du Canada vers l'Ontario. Deuxièmement, le fait que le fédéral avait ses propres moyens de taxation lui a permis de se servir des impôts des Québécois pour payer toutes les infrastructures qu'il y avait au Québec, de même que toutes les infrastructures beaucoup plus coûteuses qui étaient situées dans des territoires où les Québécois n'ont jamais été, comme le nord de l'Ontario, les prairies, la Colombie-Britannique, le Grand Nord canadien, et ça surtout à des époques où ces territoires-là étaient vides. Ce détournement systématique des taxes fédérales des Québécois a été très important pour trois raisons. D'abord, le Québec était déjà équipé de systèmes de communication au moment de la conquête de 1760. Deuxièmement, au cours de très nombreuses décennies après la conquête, les Québécois ont formé une part beaucoup plus importante de la population canadienne qu'aujourd'hui, ce qui fait que la ponction a été plus importante au Québec. Troisièmement, la vallée du Saint-Laurent est proportionnellement beaucoup plus courte que le reste du Canada. Elle est plate et elle a une forme allongée, ce qui a toujours facilité son équipement. Même si le Québec était plus facile à aménager que le reste du Canada, il demeure que c'était quand même assez coûteux de l'aménager, notamment à cause de son climat. Le meilleur exemple, c'est le Saint-Laurent, où la navigation a toujours été tellement dangereuse qu'on y a dénombré des milliers de naufrages. C'est pour équiper le fleuve Saint-Laurent de phares, de bouées, de pilotes et de brise-glace que les taxes des Québécois étaient nécessaires. Et on n'a pas parlé ici des 4 écluses qui, dans la région de Montréal, permettent d'accéder au territoire de l'Ontario. Comme vous pouvez le vérifier avec la bibliographie, il existe des frais d'utilisation de la voie maritime du Saint-Laurent, mais ils servent essentiellement à couvrir les coûts de l'immense réseau d'écluses qui existent en Ontario. C'est ça que dit la littérature. De plus, ces frais-là sont payés à une corporation sans but lucratif du gouvernement fédéral. Rien n'est payé au Québec. Si, contrairement à ce qui se fait à Panama, l'opération est ici sans but lucratif, c'est parce que le Canada anglais s'arrange pour nuire le moins possible à ses échanges économiques. Ça veut dire qu'un bateau qui provient d'Asie à destination de l'Ontario passe par le canal de Panama où il paie de généreux péages pour ensuite traverser le Québec sans rien lui payer. La gratuité existe également au niveau du réseau de trains qui traverse le Québec. Or, ceux qui connaissent l'histoire du rail au Canada savent que les taxes fédérales des Québécois ont beaucoup été utilisées pour financer l'ensemble du réseau. Pire,
Une grande partie des trains qui traversent le Québec servent à alimenter le port de Halifax qui fait une concurrence féroce au port de la vallée du Saint-Laurent. Ça s'appelle se tirer dans le pied. Ajoutons que les taxes à l'importation qui sont prélevées dans les ports du Québec et dans celui de Halifax sont payées à Ottawa et non pas à Québec. La gratuité est également de mise dans le cas de la transcanadienne, qui utilise des dizaines de milliers de voitures, d'autobus et de camions du Canada anglais, et ça dans les deux sens, chaque année. Les péages autoroutiers, c'est tellement courant sur la planète qu'aux États-Unis, on compte un minimum de 106 autoroutes, turnpikes, ponts et tunnels qui en sont équipés. En Europe, c'est des centaines. Au Canada anglais, c'est 16, alors qu'au Québec, il y en a seulement 2. Dans le domaine des péages qui n'existent pas, le plus payant pour le Canada anglais, c'est quand le Parti des anglophones au Québec, le Parti libéral du Québec, s'arrange pour que le pétrole de l'Alberta puisse traverser librement, gratuitement le Québec, aussi bien en pipeline, en bateau, en train qu'en camion. Ça veut dire que tous les risques de l'opération vont être supportés par les Québécois. Ça, c'est extrêmement préoccupant, parce que quand les compagnies privées n'ont pas à se préoccuper de ce genre de coûts, elles deviennent extrêmement négligentes, comme on a pu le voir avec l'explosion de lac mégantic qui a tué 47 Québécois. C'est pour se protéger contre ce genre de catastrophe que les habitants de la Colombie-Britannique, les Amérindiens en tête, exigent d'être payés si les compagnies pétrolières de l'Alberta finissent par construire le fameux pipeline Northern Gateway. C'est exactement pour la même raison que partout sur la planète, des pays indépendants exigent d'être payés à chaque fois qu'un pipeline étranger traverse leur territoire. Dans le cas du Soudan, par exemple, il exige du Soudan Sud des taxes totales de 11 $ par baril de pétrole qui traverse son territoire. Si un Québec indépendant exigeait ce genre de tarif pour seulement 2 des pipelines qui vont traverser le Québec, le pipeline Sarnia-Montréal qui existe déjà, ou le pipeline Énergie-Est qui va bientôt être construit, ça nous rapporterait chaque année 5,6 milliards de dollars. Et là, je n'ai pas parlé des autres pipelines qui pourraient passer à travers le Québec, ou des bateaux, des trains ou des camions bourrés de pétrole qui vont continuer à traverser notre territoire. Dans tous les cas, on parle d'un profit total de 10 milliards, voire beaucoup plus. Les gens disent, ben oui, mais il y a une grande partie du pétrole qui vient de l'Alberta qui va être consommé par les Québécois, alors il ne devrait pas y avoir de péage. Mais voyons donc, il ne faut pas penser comme des perdants, il faut penser comme des gagnants, il faut penser comme des Américains. Aux États-Unis, les États-Unis sont le seul véritable client international pour le pétrole de l'Alberta qui leur provient par des pipelines également. Or, les Américains se servent de leur situation de monopole pour obtenir des Albertains des rabais allant jusqu'à 40% par rapport au prix international. Vérifiez, c'est dans la littérature. Ça veut dire que le Québec pourrait charger beaucoup plus que 11 $ par baril de pétrole pour le pétrole qui va traverser son territoire, et ça même dans le cas du pétrole qu'il va consommer lui-même. Remarquons que si les Albertains cherchent à faire passer leur pétrole, si nécessaire de force, à travers la Colombie-Britannique et le Québec, c'est parce qu'ils cherchent à contourner le marché américain de façon à éviter le péage indirect de 40% dont on vient de parler. Or, les Américains, qui ont déclenché de multiples guerres dans le monde pour contrôler le marché du pétrole, n'aiment pas tellement ça qu'on cherche à les contourner. Dans cette affaire-là, le Québec moderne et les États-Unis, qui sont deux pays de l'axe nord-sud, ont des intérêts communs qui sont diamétralement opposés à ceux du Canada anglais, qui lui est un pays de l'axe est-ouest. Ce n'est pas la première fois que le Québec et les États-Unis ont des intérêts communs qui sont contraires à ceux du Canada anglais. Ça s'est produit au moment de la signature du traité de libre-échange, où le Canada anglais était opposé, mais qui a quand même été signé parce que le Québec a mis tout son poids pour qu'il le soit, avec des États-Unis qui étaient également d'accord pour le signer. Avant le traité de libre-échange, le gouvernement fédéral taxait les échanges économiques du Québec dans un sens nord-sud en prélevant une sorte de péage
au niveau de notre frontière sud en mettant des taxes à l'importation. Cet empêchement au commerce, ce péage indirect, créait ce que les géopoliticiens appellent un effet de frontière qui avait pour effet de nuire à notre commerce nord-sud. Alors que toutes les traversées dans le sens est-ouest du Québec demeurent gratuites, le Canada anglais et ses alliés n'ont pas cessé au cours des dernières décennies de multiplier les péages indirects dans le sens nord-sud qui est celui du Québec moderne. Par exemple, toujours sur notre frontière sud, la réserve Mohawk d'Akwesasne nous a imposé une sorte de péage indirect de traversée de son territoire en créant une immense contrebande de cigarettes, de drogue et d'armes avec les États-Unis. Et ça, c'est sans parler du fait que beaucoup de Mohawks ne paient pas l'électricité que leur envoie l'Hydro-Québec. Dans la région de Montréal, si la transcanadienne passe par le pont-tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, où il n'y a pas de péage, il existe plusieurs ponts de sens nord-sud qui sont utilisés uniquement par les Québécois et qui ont déjà possédé, qui possèdent ou qui posséderont des péages. Le meilleur exemple, c'est un des deux seuls ponts à péage qui existent au Québec, le pont Olivier-Charbonneau, qui est dans l'alignement de l'autoroute 25 et qui franchit la rivière des Prairies entre Laval et Montréal. Pendant longtemps, le gouvernement fédéral nous a imposé des péages sur le pont Jacques-Cartier, sur le pont Champlain qu'il contrôlait, et ces péages sont sur le point de réapparaître sur le nouveau pont Champlain. Dans cette affaire-là, il est très clair que le gouvernement fédéral a l'intention de voler les Québécois, étant donné qu'il veut leur faire payer la totalité des 5 milliards de dollars qui sont prévus pour la reconstruction du pont Champlain. Pourtant, si ce pont va coûter si cher, c'est parce qu'il va devoir être très haut, de façon à laisser passer en dessous les immenses navires océaniques qui se rendent en Ontario en empruntant la voie maritime du Saint-Laurent. Il est facile de calculer quelle serait la part de ce 5 milliards de dollars que les automobilistes québécois devraient payer pour traverser le fleuve Saint-Laurent, étant donné qu'il suffit de faire comme si la voie maritime n'existait pas et de calculer combien coûterait un pont bas à 6 voies de circulation, comme le nouveau pont Champlain, et qui traverserait le fleuve Saint-Laurent exactement au même endroit. Heureusement, nous avons un exemple des coûts de construction d'un pont semblable, étant donné qu'il y en a un qui a été construit du même type, qui a été construit dans la région de Montréal au cours des dernières années. Il s'agit du pont Olivier-Charbonneau dont on a parlé tantôt, qui a également 6 voies de circulation et qui a été terminé en 2011. Comme je le montre dans le calcul que je présente à la fin de la vidéo, avant la bibliographie, même si on multipliait de toutes les façons possibles et imaginables les coûts de construction d'un tel pont, on arriverait à un grand maximum de 1,4 milliard de dollars. Ça veut dire que dans le coût du nouveau pont Champlain, les Québécois devraient payer un grand maximum de 1,4 milliard de dollars et que les 3,6 milliards restants devraient être payés par les utilisateurs de la voie maritime du Saint-Laurent. Mais c'est pas ça qui va arriver, étant donné que le fédéral a décidé que les Québécois paieraient la totalité de la facture. En fait, c'est pire que ça, étant donné que les inévitables dépassements de coûts vont probablement faire gonfler la facture au-delà de 10 milliards de dollars. Dans le cas du pont Olivier-Charbonneau, le coût qui avait été estimé au départ a finalement été multiplié par 2,4. En fait, c'est encore pire, étant donné qu'il va falloir également que nous payions des frais de financement qui vont s'étendre sur des décennies. Autrement dit, le coût total du projet pourrait facilement péter les 20 milliards de dollars. Alors préparez vos porte-monnaies, ça va coûter très cher. Et vous n'avez rien vu, étant donné qu'il va falloir tôt ou tard remplacer également les 7 autres vieux ponts et tunnels qui au Québec enjambent également la voie maritime. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de bateaux océaniques qui passent en dessous des ponts au Québec et qui sont destinés aux ports québécois. Cependant, ça c'est seulement vrai pour les 5 premiers ponts, parce que c'est pas vrai pour le pont Victoria, le pont Champlain, le pont Mercier. Il n'y a pas de port de Montréal à cet endroit-là. Dans le nord du Québec également, les Québécois ont été obligés de payer des péages indirects.
Par exemple, ce sont des avocats du Canada anglais qui ont aidé les CRI de la baie James à obtenir de généreuses compensations financières d'Hydro-Québec sous le prétexte que ces développements hydroélectriques traversaient leur territoire de chasse. Dans ce domaine-là, les Québécois ont été tellement généreux que le Matthew Kuncombe, le chef des CRI, cite le Québec en exemple partout au Canada à propos du traitement à réserver aux Autochtones. Un autre péage indirect qui a été imposé dans le Grand Nord aux Québécois, c'est la garantie bancaire que le gouvernement fédéral a offert à Terre-Neuve pour compléter la ligne électrique sous-marine qui va contourner le Québec. Une telle garantie bancaire, ça vaut beaucoup d'argent, et c'est pour ça que les banques l'exigent. Il commence à être temps que le peuple québécois, surtout ses chefs, se réveille, qu'ils se rendent compte que nous occupons la seule province essentielle du Canada de l'Est où passent toutes les communications du Canada anglais. Il est urgent que nous fassions l'indépendance et que nous nous enrichissions à milliards avec des péages. Bien sûr, il y a une autre solution. Au lieu de faire l'indépendance et de devenir puissant, riche et respecté, on pourrait rester pauvre et rester dans le Canada et faire comme nos fédéralistes en répétant continuellement « Mais pourquoi faire de la chicane avec le Canada anglais? Laissons-nous voler, voyons, on est tellement habitués, ça dure depuis 254 ans. » Dieu qu'on est couillons. Comme d'habitude, je vous invite à distribuer cette vidéo largement autour de vous. J'aimerais bien ça que nos chefs la regardent et qu'ils commencent à utiliser les arguments que je donne pour persuader toute la population du Québec, immigrants compris, que l'indépendance va être une affaire payante. Je vous salue.